Willkommen, bienvenue, nous sommes ici à Jérusalem pour une émission spéciale 1 an après l'attaque terroriste du Hamas. Ce 7 octobre 2023, plus de 1000 Israéliens ont été tués, plus de 200 ont été kidnappés. À l'heure où je vous parle, une centaine est encore aux mains des islamistes palestiniens. Cet événement sanglant, comme les attaques cette semaine de l'Iran contre Israël, sont dans les têtes de chacune et de chacun, pas seulement ici, sur ce marché, mais partout ailleurs dans le pays. Si nous avons choisi de venir ici, c'est parce que des Israéliens et des Palestiniens vivent des deux côtés de cette ville. Et cet événement sanglant, il a des conséquences multiples ailleurs. Une nouvelle guerre au Liban contre le Hezbollah, une guerre qui perdure à Gaza, à huis clos, à l'abri de la presse internationale. Au moins 40 000 Palestiniens tués, au moins 90 000 blessés. Et puis il y a ces innombrables interventions de l'armée israélienne en Cisjordanie, au moins 600 morts en un an. Certains Israéliens, vous l'entendrez dans cette émission, reprochent au gouvernement de Benyamin Netanyahou de se préoccuper davantage de ces opérations militaires que du sort de ces personnes kidnappées. Mais d'abord, retour sur ce travail de mémoire né de ce 7 octobre 2023. Reportage Stéphane Amar. « 360 photos et autant de drapeaux d'Israël. Un mémorial informel édifié sur les lieux mêmes du festival Nova, à la frontière avec la bande de Gaza. Chaque victime des massacres possède un visage, comme Mayan. Mayan était étudiante en animation. Elle avait mon âge, 22 ans. Elle était au festival Nova et elle a été assassinée. Je connais beaucoup de gens ici, des amis d'amis. Grâce à Dieu, mes amis ont tous survécu. Grâce à cela, on peut voir les histoires derrière chaque visage. Derrière ces visages, il y a toute une histoire. C'est triste. Ce sont des gens extraordinaires. Ce mémorial attire chaque jour des centaines de visiteurs, venus d'Israël mais aussi de l'étranger, comme ce groupe de juifs américains qui écoutent le récit d'un rescapé du massacre, Nehorai. Quelques minutes avant, nous étions en train de danser. Nous vivions les meilleurs moments de notre vie. Au bout de 5 ou 10 minutes, nous avons vu des dizaines de terroristes qui se dirigeaient vers nous. Nous avons commencé à comprendre qu'ils tiraient très fort avec des kalachnikovs, des grenades, des lance-roquettes. Et en même temps, nous étions toujours sous une attaque de missiles. Même si les gens comprenaient ce qui se passait, ils ne pouvaient physiquement pas bouger. Ils étaient paralysés. J'ai commencé à courir vers l'est. C'est important de venir et voir les preuves de première main, de parler aux gens qui y étaient pour qu'ils nous racontent ce qui s'est passé. Nous allons faire passer le message à New York, aux États-Unis et dans le monde entier, juste pour apporter des preuves, pour montrer que cela s'est vraiment passé. Il y a 3 semaines environ, j'ai rencontré un rescapé de la Shoah. Il m'a regardé et il m'a dit « Nous représentons 2 générations ». Et il m'a fait promettre de ne jamais arrêter de parler. Parce qu'il m'a raconté qu'après la Shoah, ils ont beaucoup souffert et ils se sont tus. Ils ont tout gardé à l'intérieur. Nous témoignons, ceux qui n'ont pas fait après la Shoah. Il m'a dit, nous n'avions pas tout ce que vous avez pour documenter les faits, pour que si quelqu'un ose nier, on puisse lui mettre sous le nez, de A à Z. Raconter sans relâche pour lutter contre le négationnisme du 7 octobre. Car dès le soir des massacres,
la thèse d'une falsification orchestrée par Israël inonde la toile. À Tel Aviv, cette organisation signale aux plateformes les négationnistes, comme cet influenceur, suivi par des millions d'internautes. Il présente l'attaque du Hamas comme une simple opération militaire. Ils ont conquis la base militaire de Reim, un important centre de communication et de surveillance par drone. Au préalable, ils ont tué ou capturé tous les soldats qui se trouvaient à l'intérieur. Ils n'ont pas violé de femmes, ils n'ont pas torturé de civils. Ils effacent tout ce qui caractérise une attaque terroriste et le fait qu'elle visait spécifiquement des civils. Exploitant quelques fake news comme la rumeur de 40 bébés décapités, les négationnistes du 7 octobre dénoncent un complot visant à justifier la guerre à Gaza. Les sionistes travaillent déjà dur pour nettoyer l'Internet de toute trace de vérité. Alors c'est à nous de préserver la vérité de ce moment historique pour les générations futures. Tout cela est fait d'une manière très conspirationniste. Il y a la vérité, mais il y a une sorte de conspiration derrière. La négation du 7 octobre s'accompagne souvent d'un antisémitisme débridé. Et parfois, les algorithmes les recommandent. Cela a complètement dénaturé le concept de vérité. Mais encore plus grave, cela légitime l'hostilité et la haine envers le peuple juif. Pour contrer les négationnistes, les autorités israéliennes accumulent les preuves des massacres. Nous avons été autorisés à filmer le chantier du futur mémorial du 7 octobre, à condition de masquer les visages du guide et de ses visiteurs, des fonctionnaires munis d'une autorisation spéciale. Dans cette salle sont rassemblées les principales pièces à conviction qui seront exposées. Les armes des tueurs, leurs photos avec les cadres du Hamas, leurs motos fabriquées en Chine, et aussi les instructions qu'ils portaient sur eux, des ordres explicites et glaçants. Sachez que votre ennemi est une maladie incurable, à part la décapitation et l'arrachage des cœurs et des foies. C'est exactement ce qu'ils ont fait aux civils. Le mémorial du 7 octobre évoquera aussi l'arrière-plan culturel des auteurs des massacres. Celui d'une génération éduquée dans le système scolaire du Hamas et nourrie depuis l'enfance de ce genre de livres illustrés, appelant au meurtre des Juifs, ou plus tard, de littérature nazie. On ne parle pas d'Israéliens ou de sionistes juifs, mais seulement de Juifs. Ils se basent sur de la littérature classique, comme Mein Kampf d'Hitler. Ce livre est très populaire. Pour documenter les massacres du 7 octobre, les Israéliens disposent d'une source précieuse. Les images filmées par les tueurs eux-mêmes. Des séquences d'une violence extrême, parfois diffusées sur les réseaux sociaux immédiatement après l'événement. Ayelet Razin Betor a visionné en détail des heures de film, des centaines de photos. Avocate spécialisée dans les affaires criminelles, elle tente d'établir avec précision les violences sexuelles subies par les Israéliennes le 7 octobre. Malheureusement, je suis habituée à avoir un regard sélectif. Vous voyez ici ces deux corps avec des traces de sang au même endroit, au niveau du postérieur. Et que vous voyez cela ici, et aussi sur un autre site, au festival Nova. Vous vous dites, elles se sont toutes les deux assises sur du sang? Jusqu'à quel point on peut trouver d'autres explications? Malgré ces preuves en images, des témoignages, des autopsies, les Israéliennes ont dû se battre pour faire reconnaître la réalité des viols de masse du 7 octobre.
C'est une expérience très difficile, une trahison des organisations internationales, des organisations de défense des droits de l'homme, des associations féministes. Toute ma vie, mes camarades féministes et moi, nous avons manifesté pour les femmes iraniennes, pour les femmes américaines. Mais quand cela arrive à des juives, à des israéliennes, alors il y a un point d'interrogation. Peut-être c'est à cause du conflit israélo-palestinien, peut-être il ne s'est rien passé, ou c'est le gouvernement israélien. D'habitude, les choses sont très claires, mais là, d'un coup, elles ne sont plus très claires. On entend ce mantra « MeToo, sauf si tu es juive », c'est ce qu'on a ressenti face au monde. Grâce notamment aux travaux d'Ayelet Razin-Betor, l'ONU a reconnu la réalité des viols de masse du 7 octobre. Pour établir la vérité historique du 7 octobre, il faut aussi recueillir la parole des survivants. Cette association citoyenne place devant la caméra des centaines de témoins directs du drame. Une parole brute, sans le moindre artifice de réalisation. Et d'un coup, il crie « Le Hamas est dans le kibbutz !» Très vite, c'était un chaos terrible dehors avec des cris « Allahu Akbar !» égorger les Juifs, des tirs, la guerre sous notre fenêtre. Ils sont entrés dans notre maison. La poignée de la porte de l'abri a presque cédé. Et alors, ils ont lâché la porte. J'ai appris plus tard que les soldats étaient arrivés vers chez nous et que des combats avaient commencé. La technique d'entretien utilisée s'inspire d'une méthode élaborée avec les survivants de la Shoah. On est là avant tout pour eux. On leur donne tout leur temps sans les interrompre. On leur dit souvent « Nous ne poserons pas de questions, donnez ce que vous voulez ». Quand je pose des questions, la plupart du temps, je les dérange. Ils partent d'une seule traite et c'est comme cela que s'expriment les souvenirs. On documente précisément quand cela est arrivé, qui a témoigné, quand le témoignage a été recueilli, à quel endroit a-t-il été archivé, etc. Nous créons une banque de données bien organisée, car je pense que c'est la clé pour lutter contre le négationnisme. Le 7 octobre, les Israéliens luttant contre le Hamas ou terrés dans leurs abris ont échangé des dizaines de milliers de messages écrits ou audio. Leurs conversations retracent l'invasion minute par minute, une source d'information inédite pour documenter un événement historique. 8h28. Tout va bien chez vous? Non, il y a des terroristes dans le kibbutz et on entend des tirs, beaucoup de tirs. Où cela? Dans tous les villages. Vous êtes dans la chambre forte? Oui. Tzahal riposte. Vous êtes à l'abri? Nous allons mourir. Tous les messages seront regroupés dans une banque de données, un mémorial virtuel accessible au grand public. Il y a encore 2 motos, encore 4 terroristes. Nous avons besoin de renforts. C'est la première fois dans l'histoire qu'un événement de cette ampleur est documenté par toutes les personnes concernées. Aujourd'hui, je ne peux pas demander à mon grand-père et ma grand-mère qui ont vécu la Shoah ce qu'il s'est passé. Aujourd'hui, j'aurais tellement voulu savoir ce qui s'est exactement passé, chaque jour, à chaque heure. À quoi ont-ils pensé? De quoi ont-ils parlé? Comment se sont-ils entraidés? Aujourd'hui, pour les générations futures, nous devons construire le narratif historique du peuple d'Israël, afin qu'on n'arrive pas à ce qu'on vienne nous dire que cela n'a pas existé, ou que nous sommes allés comme un troupeau à l'abattoir. Nous ne sommes pas allés comme un troupeau à l'abattoir. L'ombre de la Shoah plane constamment sur la mémoire collective du 7 octobre. Daniel Louz a traversé ces 2 grandes tragédies du peuple juif. Enfant, il fut caché en France pour échapper aux nazis. Le 7 octobre, il s'est à nouveau caché, cette fois-ci dans la chambre forte de sa petite maison du kibbutz Be'eri.
C'est ici que l'on était depuis 6h30 du matin le 7 octobre. Jusqu'à minuit moins le quart. Tout de suite, on a commencé à entendre des cris en arabe et des tirs. Ils nous ont dit qu'ils s'étaient infiltrés. Rapidement, Daniel Luz et sa compagne Edna comprennent que l'armée israélienne s'est laissée déborder par les miliciens du Hamas. Le matin, nous avons vu quelque chose d'hallucinant à la télévision. Une fille du kibbutz appelle le présentateur de la 12e chaîne et lui dit « J'ai vu sur une télévision étrangère qu'ils ont kidnappé mes parents à Gaza. Pourquoi l'armée n'envoie pas un hélicoptère ?» Et le présentateur essayait de la calmer. C'était hallucinant. Jusqu'à présent, je ne réalise toujours pas. Par miracle, les tueurs se sont arrêtés à quelques mètres de leur maison. Qui habitait là déjà? Leurs voisins ont eu moins de chance. Là, je crois que c'était la maison des Karasanti, de Shoshana. Elle a été tuée en même temps que sa fille et son gendre. À mes yeux, c'est une Shoah. Ils voulaient nous exterminer. Les Allemands voulaient exterminer les Juifs. Eux, ils voulaient exterminer tous les habitants de la région et s'installer à notre place. Après, nous avons appris qu'ils n'avaient pas seulement assassiné, ils ont aussi brûlé les corps et profané les cadavres, au point que les médecins légistes ont mis plusieurs mois à identifier certains corps. C'est inimaginable. De mon point de vue, ils sont comme les nazis, de bons élèves des nazis. Dans les deux cas, c'était horrible. C'était tout simplement terrible. Je n'arrive pas à croire qu'au XXIe siècle, des choses comme cela peuvent arriver. Criminels nazis et terroristes du Hamas renvoyés dos à dos. Une comparaison qui imprègne tout le narratif israélien. Mais dans le même temps, le pays veut rompre avec l'image du juif de l'exil impuissant face aux nazis, et il glorifie les héros en armes du 7 octobre, comme les frères Sharabi, distingués lors de la cérémonie du jour de l'indépendance en avril dernier. Daniel Sharabi et son frère Neria faisaient partie des festivaliers de Nova, et ils ont sauvé des dizaines de civils. Pris sous le feu du Hamas au festival Nova, Daniel et Neria Sharabi s'emparent de fusils mitrailleurs prélevés sur des soldats abattus. Abrités derrière ce char avec d'autres festivaliers, ils parviennent à tuer plusieurs terroristes. Au début, nous étions 15 et à la fin, plus de 120. Nous nous sommes battus jusqu'à l'arrivée des secours. J'étais au téléphone avec mon officier à l'armée qui me disait quoi faire. Et on a tenu comme ça. Ce qui nous a beaucoup servi, c'est d'avoir fait notre service militaire. Nous avons appris ce qu'il fallait faire et nous l'avons fait. On tenait à la vie et on s'est battu. On n'a pas juste essayé de survivre. La légende héroïque des frères Sharabi s'est répandue dans tout le pays, et même dans la diaspora. Comme eux, des centaines de civils ont repoussé l'assaut du Hamas, les armes à la main, le 7 octobre. Des actes de bravoure qui réconfortent des Israéliens sidérés par l'incapacité de leur armée à les protéger. C'est beau tout ce qu'ils ont fait, tous les gens qu'ils ont sauvés. Parce que beaucoup de gens sont travaillés par cette question. Pourquoi je n'ai pas aidé ?
Pourquoi je n'ai pas fait davantage? Je les félicite d'avoir fait ça et je me dis que le peuple d'Israël est fort. Désormais, les frères Charabi se consacrent à leur association d'aide aux survivants du 7 octobre. Pour les Israéliens, ils incarnent la résilience de la jeunesse, mais aussi son deuil du pacifisme. Il faut que le monde sache que nous ne renoncerons pas. Je ne sais pas comment on nous voit à l'extérieur, mais nous sommes un peuple qui détruit ceux qui se dressent contre lui. C'est peut-être une opinion extrémiste, mais je suis d'avis de tuer celui qui vient pour me tuer. On n'a pas le choix. Dans leur travail de mémoire, les Israéliens cherchent à comprendre pourquoi le Hamas a tué des civils dans un festival, des gens des kibboutz, réputés pour leur engagement en faveur de la paix et parfois investis dans des actions de coexistence avec des Palestiniens. Dans les villages désertés de la frontière avec Gaza, cette équipe d'ethnologues cherche des explications en fouillant les ruines des maisons saccagées pour retrouver et inventorier les objets personnels des victimes. Tiens, voilà une tasse faite à la main. Sans doute par un enfant dans un cours de céramique. Ça, c'est vraiment typique des gens de la région de la frontière de Gaza. Ils font tous de la céramique. À chaque fois qu'on fouille une nouvelle couche, on trouve d'autres objets. On trouve des lettres, des journaux intimes, des papiers, des tissus qui ont survécu au feu. Les objets collectés seront exposés dans le mémorial du 7 octobre. Ils raconteront la perception israélienne du conflit avec les Palestiniens. Quand il y a une telle volonté de destruction avec une telle colère, il y a forcément un enjeu culturel. Regardez les maisons et ce qu'il y a à l'intérieur, les livres d'art, les pianos, les guitares, tous les objets selon les générations. On sent qu'ils ont attaqué ce que cela représentait. Ils ont attaqué un mode de vie, le mode de vie occidental. C'est une sorte de combat entre deux civilisations. Un choc des civilisations. Le 7 octobre a radicalisé l'opinion israélienne. Les 40 000 morts et les destructions massives causées par la riposte de Tsahal à Gaza suscitent peu de réactions, même parmi les militants de gauche. Comme si l'ampleur des massacres avait anesthésié le camp de la paix. Comme si l'attaque du Hamas, qui a visé surtout la jeunesse laïque et les kibboutz, l'avait rendu insensible à la souffrance palestinienne. Chaque mercredi, les survivants de Nova se retrouvent dans ce parc de Tel Aviv pour danser et entretenir l'esprit du festival. Leur manière à eux d'honorer les victimes des massacres. Même parmi ces Israéliens pétris d'universalisme, les discours se durcissent. Je pense qu'il y a encore des gens qui rêvent. Des gens qui pensent que nous sommes encore le 6 octobre. Mais après le 7 octobre, la plupart des gens dans ce pays ont compris que si on ne fait pas attention à nous, si on ne se protège pas comme il faut, on ne pourra plus vivre ici. Après la Shoah et après le massacre du 7 octobre, on continue de condamner les Juifs, de nous traiter de terroristes et d'assassins, alors que nous, tout ce qu'on veut, c'est vivre en paix dans notre pays. Cela pourrait très bien se passer. Mais ils ne veulent tout simplement pas de nous sur la carte. Ils ne veulent ni Juifs, ni Israéliens ici. Malgré le sang et les larmes, malgré la haine envers le Hamas, les organisateurs du festival Nova veulent encore y croire.
Il compte multiplier les événements à travers le monde, comme pour refuser la fatalité du choc des civilisations. Cela ne change rien que tu sois juif, chrétien ou musulman. Quoi qu'il arrive, nous restons attachés à notre idéal, l'amour de l'humanité et de la musique. Et vous pouvez voir comment ces gens, après quelques mois, recommencent à danser. Ils montrent l'exemple d'une résilience et d'un retour à la vie. Ils dansent, ils sautent en l'air. Et c'est cela notre victoire. Retour ici même à Jérusalem pour cette spéciale Arte Reportage, un an après l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023 et la prise d'otages qui a suivi. Vous le voyez derrière moi, il y a un petit campement, s'y retrouvent régulièrement les familles et les proches des victimes. Pourquoi ici? Eh bien parce qu'à une dizaine de mètres seulement se trouve la résidence du Premier ministre Benyamin Netanyahou, qu'ils accusent de très mal gérer ce qu'on appelle ici une véritable tragédie. Bonjour, Gil Dickman. Nous sommes à côté du portrait de votre cousine. Que s'est-il passé il y a un an? En octobre 2023, il y a un an, ma cousine était dans la maison de ses parents dans le kibbutz Be'eri. Les terroristes ont forcé la porte. Ils ont abattu sa mère. Ils lui ont tiré une balle dans la tête. Et ils ont kidnappé ma cousine. L'année qui vient de s'écouler a été une année de combat pour moi. Au début, j'étais sous le choc, mais très vite j'ai commencé à me battre pour les ramener à la maison. Ma cousine, mais aussi ma belle-sœur, qui heureusement, après 54 jours, a été libérée à la suite d'un accord entre Israël et le Hamas. Et elle est aujourd'hui parmi nous. Mais ma cousine Carmel est restée prisonnière là-bas pendant 11 mois. Elle a survécu dans des conditions horribles dans les tunnels du Hamas. Et il y a un peu plus d'un mois, à la fin août, nous avons appris qu'elle avait été tuée, exécutée avec 5 autres otages qui étaient avec elle. Même si c'est trop tard pour elle, il y a toujours un espoir pour les autres otages. Pourquoi êtes-vous autant en colère contre Benyamin Netanyahou? Dans ma famille en particulier, on est très militant. On a beaucoup manifesté avant la guerre contre la réforme de la justice, contre les actions du gouvernement Netanyahou. Mais quand la guerre a démarré, on n'avait pas d'autre alternative que de faire confiance à notre gouvernement, à son leader, et de lui dire « Vous êtes en responsabilité, c'est à vous de faire tout ce que vous pouvez pour libérer nos otages ». J'ai vite compris que ce n'était pas dans leur agenda. C'était à nous, aux familles, de pousser pour en faire une priorité. Alors Netanyahou a signé un accord pour libérer certains otages, mais aujourd'hui la situation a totalement changé. Il ne veut plus d'un accord. Il se sert du conflit à des fins politiques. Je sais qu'il avait l'opportunité de libérer ma cousine et d'autres otages, mais il a décidé que ce n'était pas suffisamment important et que cela ne servait pas son agenda politique. Et il a décidé de la laisser là-bas alors qu'elle risquait sa vie. Diriez-vous que cette nouvelle guerre entre Israël et le Liban est, en un sens, bonne pour M. Netanyahou et mauvaise pour votre lutte? La guerre avec le Liban complique bien sûr mon combat, car moi, je sais que la guerre dans le sud, à Gaza, n'est pas finie. Mais on a l'impression qu'il démarre une nouvelle guerre pour dire aux Israéliens « Regardez, c'est nouveau et exaltant ». Et je viens tout juste d'assassiner le leader du Hezbollah, Nasrallah. J'affiche cette victoire pour vous faire oublier sans doute que nous perdons dans le sud. L'armée n'échoue pas militairement sur le terrain, au contraire. Mais nous perdons parce que nous ne signons pas un accord pour libérer les otages. Est-ce que vous croyez encore à la perspective d'un dialogue entre Israéliens et Palestiniens? Je ne peux pas croire que l'on va continuer à se battre comme ça et que la guerre va perdurer encore et encore. On ne peut pas vivre comme ça. Un nouveau massacre comme le 7 octobre pourrait provoquer une nouvelle vague de violence côté israélien.
et entraîner une revanche du côté palestinien. C'est un cycle éternel de vengeance et on ne peut pas vivre comme ça éternellement. C'est pour cela que je continue à croire, même en cette période très sombre, que la paix entre Israéliens et Palestiniens, entre Juifs et musulmans, entre toutes les populations, c'est la seule solution viable. Et on doit se battre pour ça. Moi, je ne vois pas ça comme un conflit entre Palestiniens et Israéliens. Je vois ça comme un conflit entre la mort et la vie, entre ceux qui croient à la vie et ceux qui croient à la mort. Il y a les paroles émouvantes et porteuses d'espoir de Gil Dickman, mais il y a aussi la réalité des sondages en Israël. Et aujourd'hui, une majorité de citoyens est en faveur de la poursuite des actions militaires à Gaza, mais aussi en Cisjordanie, ainsi qu'au Liban contre le Hezbollah. Et les Palestiniens, dans quel état d'esprit sont-ils? Que pensent-ils de tout cela? Pour le savoir, direction Jérusalem-Est. Comment? Eh bien, en prenant le tram. Il suffit de quelques stations et nous atteignons Jérusalem-Est. Bonjour, Sema Ouaïda, vous êtes palestinienne, vous-même, vous dirigez une organisation non gouvernementale de défense du droit des femmes. Est-ce que vous vous souvenez de votre première réaction le 7 octobre 2023? Eh bien, en fait, ma réaction le 7 octobre, c'était que ce qui se passait, ce qu'avait fait le Hamas, on pouvait s'y attendre, à cause de la souffrance qu'endurent depuis longtemps les habitants de Gaza. Pour moi, ce n'était pas un choc, mais quelque chose d'inéluctable pour dire aux Israéliens, ce n'est pas juste ce que vous faites à Gaza. Bien sûr, on ressent de la compassion pour les victimes, on n'aime pas voir des victimes. Mais encore une fois, c'était inéluctable au vu de ce qu'ont souffert et continuent de souffrir les Gazaouis. Quel changement y a-t-il eu dans la vie des Palestiniens depuis un an? Je peux vous parler de moi. Je me réveille chaque matin en me demandant ce qui est arrivé dans la nuit à Gaza. C'est ma première pensée. Qu'est-il arrivé aux enfants, aux femmes? Nous ne vivons plus nos vies. Nous ne faisons que regarder ce qui se passe à Gaza et cela nous rend extrêmement tristes. On continue d'espérer que le monde se mobilise davantage, que les pays arabes se mobilisent plus par rapport à ce qui se passe à Gaza. On s'attendait à ce que les pays arabes soient moins silencieux. Au moins ceux qui ont des relations diplomatiques avec Israël. Ils devraient faire quelque chose. Au moins couper leurs liens diplomatiques avec Israël. Le mot arabe Nakba signifie catastrophe, catastrophe qui a représenté pour les Palestiniens l'exil après la création de l'État d'Israël. Ces événements à Gaza, c'est une seconde Nakba? C'est même encore plus terrible que la première Nakba. Si on prend en compte le nombre de personnes qui ont été tuées à Gaza et le niveau de destruction des maisons, des villes entières. La guerre en cours avec le Liban, la nouvelle guerre, peut-elle affecter encore plus la vie quotidienne des Palestiniens? Bien sûr, ça va nous toucher, car on comptait sur le soutien du Liban. Et Hassan Nasrallah soutenait les Palestiniens. Et sa voix était entendue dans le monde entier quand il parlait de la situation à Gaza. Maintenant, avec l'assassinat d'Hassan Nasrallah, on a peur pour nous, mais aussi pour les Libanais. Concernant l'avenir, vous êtes optimiste, pessimiste quant à l'évolution du dialogue entre Israéliens et Palestiniens? Est-il d'ailleurs encore possible? À dire vrai, après l'assassinat de Nasrallah, avec ce qui se passe au Liban, je ne suis pas très optimiste. Car les Israéliens semblent déterminés à contrôler toute la région, et pas seulement la Palestine. Et ils pensent désormais que tous les territoires palestiniens appartiennent à Israël. Ils ont abandonné l'idée d'une solution à deux États. Pensez-vous que les Palestiniens sont en faveur de ce dialogue?
Non, je n'y crois pas. Avant, j'y croyais. Je pense qu'avant, les Palestiniens étaient ouverts à des négociations de paix. Mais avec tout ce qui se passe à Gaza, les assassinats des civils innocents, on ne croit plus vraiment aux solutions politiques. Une nouvelle génération de Palestiniens a des graines de violence dans la tête, c'est ce que vous voulez dire? Ils ont en eux les graines de la haine contre l'occupation israélienne. Voilà ce qui se passe. L'extraordinaire difficulté d'un dialogue israélo-palestinien, voire sa quasi-impossibilité en raison des très nombreuses interventions de l'armée israélienne. Il en était question il y a quelques instants. Eh bien, parlons-en justement. Depuis cet été en Cisjordanie, l'armée israélienne mène une nouvelle opération d'envergure. Elle a pour titre Summer Camps, camp d'été. Filmer ce genre d'intervention de l'armée israélienne est rarissime. Sophie Nivelle-Cardinal, elle, l'a fait dans le camp palestinien de Nour Shams, à Tulkarem. Reportage. Le camp de Nour Shams est situé dans le nord de la Cisjordanie. Depuis la nuit, les habitants de ce quartier de la ville de Tulkarem sont confinés chez eux. Peu après minuit, l'armée israélienne a lancé un raid sur le camp où vivent plusieurs milliers de Palestiniens. Les accès sont bloqués. Personne ne sort, personne ne rentre. Qu'est-ce que je fais? J'avance ou je recule? Recule, recule. On lui a demandé de reculer. La route est fermée. Comme les ambulances, nous n'irons pas plus loin que ce carrefour de la route principale. Le camp de Nour Shams est un bastion du djihad islamique, un groupe armé palestinien, allié du Hamas, parmi les pires ennemis de l'État d'Israël. L'opération en cours cible la tête du djihad islamique à Nour Shams, Abu Shouja, de son nom de guerre, un Palestinien de 26 ans qui a déjà survécu à plusieurs tentatives d'assassinat ciblés. On avance? Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont pris quelque chose et ils sont sortis du hangar de chez Balaoui, le carreleur. Regarde, il y en a encore. Depuis le 7 octobre, les raids de l'armée israélienne sont incessants en Cisjordanie. Mais ces images d'une opération en cours sont rares. Ici, à Nour Shams, l'armée ne nous a pas chassés du carrefour où les journalistes sont acculés. Un poste d'observation précieux. Pour les ambulanciers du Croissant Rouge, le carrefour est surtout une antichambre où l'attente semble sans fin. Le problème avec vous, c'est que vous vous occupez des blessés. Regarde-moi ce matin. Ils m'ont arrêté à l'hôpital Al-Zaka. Ils étaient encore plus proches qu'ici. Ils m'ont dit de m'arrêter avec le haut-parleur. Je me suis arrêté. On m'a demandé s'il y avait quelqu'un avec moi dans la voiture. Le soldat pensait qu'il y avait des blessés dans la voiture parce qu'il était 4 heures du matin et que j'étais pas loin de l'hôpital. Bref, il me dit « Mets les bras en l'air, tourne-toi, lève les bras ». Il m'a demandé ce que je faisais là. Et puis il m'a dit de faire demi-tour. Le problème, c'est qu'ils ne veulent pas que vous alliez chercher les blessés. Tu vois là-bas? Ils nous disent de passer par là, mais quand on y va, ils nous disent que c'est interdit. Même pour un malade, ils ne veulent pas que l'ambulance passe. Tu sais ce qu'ils font là-bas chez Balaoui? Des salles d'interrogatoire. Ils vont vider le camp. Vider le camp. Et elles sont où les salles? Regarde, là où il y a la Jeep. Il y a un sniper.
des salles d'interrogatoire improvisées. C'est une étape des raids israéliens dans les camps. L'objectif, récolter des informations auprès des habitants pour localiser les combattants des groupes armés. Des hommes, tout juste libérés, parviennent jusqu'au carrefour. Il y a l'armée dans la rue là-bas? Devant nous? Non. Vous êtes des combattants ou des civils? Non, moi je suis un civil. De toute façon, il n'y a pas de combattants dans le quartier. Il n'y a pas de résistance. Ils tirent des bombes à air sur les maisons. Avant de rentrer, ils ont tiré sur la porte sans prévenir. Heureusement, je suis sain et sauf. Il y a d'abord eu un avion de reconnaissance au-dessus de la maison, puis un soldat est entré. Il nous a ordonné d'évacuer. Il a dit que s'il trouvait quelqu'un à l'intérieur, il le tuerait. On est sortis, ils nous ont dit de nous asseoir et ils nous ont attachés. Ils m'ont demandé n'importe quoi. Il est où Abou Chouja et tout ça? On est resté 2 heures, 2 heures et demie comme ça. Puis ils nous ont dit de partir à gauche. Si on allait à droite, ils nous tiraient dessus. Ils m'ont frappé là. Ici, on dit tout bas que les miliciens ont quitté le camp depuis longtemps. Une autre rumeur circule. Les habitants du camp seront évacués, comme à Gaza, comme surtout il y a des décennies, lors de la création de l'État d'Israël en 1948. Plane toujours pour les Palestiniens la menace d'une nouvelle Nakba, une nouvelle catastrophe, quand plusieurs centaines de milliers de Palestiniens ont été déplacés, certains exilés pour toujours. C'est le journaliste de la télévision palestinienne qui a sorti cette info. Mais il n'a pas dit d'où venait l'info. S'ils l'ont annoncé, alors pourquoi ils disent que c'est pas vrai? Écoute. C'est quoi la décision exacte? On a eu l'administration à propos de cette annonce d'évacuation. C'est vrai, ça a été communiqué entre l'administration et l'armée israélienne et ils ont annoncé que les habitants ont entre midi et 16 heures pour évacuer le camp, mais que ce n'est pas obligatoire. Les gens qui veulent partir, ce n'est pas obligatoire. Ils peuvent le faire entre midi et 16 heures. Ils peuvent passer par la rue de la Boucherie, mais seulement par là. Les gens seront fouillés à la sortie du camp et après ils pourront partir. C'est bon? Vas-y. Le Croissant Rouge a reçu un nouveau laissez-passer, mais comme toutes les autres fois, le passage n'est pas assuré. Les urgentistes doivent montrer patte blanche. Montrer que l'ambulance est bien vide. Cette fois-ci, le laissez-passer a fonctionné. L'ambulance passe. L'ambulance est dans le camp. Il faut aller chercher 2 patients. Elle va bientôt ressortir. On a un malade en dialyse et un accouchement. Ils vont bientôt ressortir, ils sont dans le camp. J'espère qu'ils vont s'en sortir sains et saufs. Au premier jour de l'opération à Nour Shams, il n'y a pas de blessés ni de morts. L'opération de l'armée israélienne vise en fait toute la Cisjordanie. Elle cible les camps et les villes où les groupes armés sont actifs. Ces derniers kilomètres carrés de Cisjordanie où les Israéliens n'ont aucun contrôle. À Tulkarem, à Toubas et à Jenin, plus au nord, où l'opération va durer encore 10 jours. En Cisjordanie, c'est l'opération militaire israélienne la plus longue depuis la seconde intifada en 2002. À Nour Shams, après plus de 17 heures de raid, c'est enfin l'accalmie. Nous nous aventurons dans les premières rues au-dessus du carrefour. Ils ont cassé toutes les caméras. Regarde un peu par ici. Et aussi par là-bas. Tout ça pour qu'il n'y ait pas d'image.
Il y avait des caméras là? Oui, ils ont tiré sur les caméras. Il n'y a plus rien. Un bulldozer a défoncé la maison. Il avançait, il reculait. Le chauffeur a avancé dans les maisons délibérément pour les démolir. C'était pas seulement pour dégager la rue, mais bien pour détruire les maisons. J'étais là, je l'ai vu. Tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on s'en aille. Ils veulent nous forcer à fuir, à quitter cette terre. Mais nous, on reste ici. On reste là, on ne part pas. On n'a nulle part où aller de toute manière. Nulle part. Ici, on reste à la vie, à la mort. On ne peut pas échapper à son destin. Pas vrai, Karam? Personne ne peut échapper à son destin. Et notre destin à nous, c'est le camp. Attention, il y a l'armée. Karam, viens ici. Karam, va pas là-bas, Karam. Mon Dieu, on est maudits. On est vraiment maudits. Mon Dieu, t'es où, Karam? Karam, viens ici. Karam! J'ai qu'un seul garçon, je peux pas le perdre. Mais appelez Karam. Allez, viens. Il a 9 ans. Pourquoi t'es parti là-bas? N'aie pas peur, maman. J'ai tellement peur qu'il t'arrive quelque chose. Faut pas avoir peur. Moi, j'ai pas peur. Rentre, les soldats sont là. Il faut rentrer. Le raid n'est pas fini, il va durer toute la nuit. Au petit matin, résonne plusieurs fois la prière aux morts. Pendant la nuit, un vieil homme a été tué par un sniper dans les rues du camp, mais aussi 5 combattants, tués lors d'un affrontement avec des commandos israéliens. Parmi eux, le commandant du djihad islamique tant recherché, Mohamed Jaber, de son nom de guerre, Abu Shouja. Nous sommes de retour à Jérusalem, en compagnie cette fois de Sophie Nivelle-Cardinal. Bonjour Sophie. C'est vous qui avez signé le reportage que nous venons de voir. Est-ce que vous diriez, Sophie, que c'est le quotidien des Palestiniens de Cisjordanie aujourd'hui? Écoutez, c'est le quotidien des Palestiniens dans les camps de réfugiés en Cisjordanie. Il faut bien comprendre qu'il y en a 19 dans les territoires palestiniens occupés de Cisjordanie et que depuis le 7 octobre, mais déjà avant, il y avait une grande opération militaire israélienne en Cisjordanie qui visait ces camps. En fait, ces camps, je l'ai dit dans le reportage, c'est là où finalement les Israéliens c'est le seul endroit où les Israéliens n'ont pas de contrôle et donc ils cherchent à récupérer le contrôle. C'est là aussi, c'est le sanctuaire des groupes armés palestiniens, des terroristes pour les Israéliens, la résistance pour les Palestiniens. Et donc depuis le 7 octobre tout particulièrement, mais déjà avant, il n'y a pas une semaine sans qu'il y ait un raid israélien. Mais ça peut être dans les camps, mais ça peut aussi être à Ramallah. Souvent, ce sont des raids de nuit. Et puis la toute nouveauté, c'est aussi les frappes israéliennes. Il y a eu plusieurs dizaines de personnes qui ont été tuées par des frappes israéliennes. Et ça, c'est la nouveauté. Ça n'était pas arrivé depuis la seconde intifada en 2002. On voit dans le reportage que les Israéliens vous barrent certains accès, mais quand ils vous voient filmer, les militaires israéliens, que font-ils? Ils vous laissent filmer et il n'y a pas de problème? Écoutez, là, en tout cas, on n'a pas été visés, on n'a pas été chassés. On était donc acculés à un coin de rue avec les ambulanciers, avec le Croissant Rouge. Et là, en l'occurrence, la vraie question, c'est effectivement combien de temps vont-ils nous laisser filmer en Cisjordanie? Car à Gaza, nous sommes interdits, en fait. C'est une situation inédite et
J'avoue que je suis surprise que ça ne réagisse pas plus dans les opinions publiques occidentales, dans les opinions publiques européennes, que nos dirigeants dans nos grandes démocraties ne réagissent pas plus, parce que ça va faire 1 an que la presse internationale n'a pas d'accès à Gaza. La question se pose, qu'est-ce qu'on cherche à cacher, qu'est-ce qu'il y a à ne pas voir? En tout cas, jusqu'à présent, seuls les journalistes palestiniens sont capables de travailler à Gaza, donc dans Gaza assiégé, et ils payent un lourd tribut. Il y a plus d'une centaine de journalistes palestiniens qui ont été tués depuis le 7 octobre, depuis 1 an. Ça veut dire que pour vous, Sophie, le travail de journaliste, le travail de reporter, il est considérablement plus difficile depuis 1 an, en fait. Dans toutes les guerres, tout le monde cherche à contrôler l'information, que ce soit les démocraties ou les dictatures ou les groupes armés. Donc tout ça n'est pas nouveau. Il y a des guerres, beaucoup de conflits qui sont très très difficiles d'accès. Néanmoins, il y a toujours quelque part des interstices ou alors des journalistes qui sont prêts à risquer leur vie pour raconter. Là, en l'occurrence, Gaza est complètement assiégé. Donc nous avons une information qui est filtrée. Certes, il y a les réseaux sociaux, mais ce sont une story sur Instagram ou sur TikTok. C'est un témoignage. Il en faut plus. Et je suis persuadée que si la presse internationale était à Gaza, le conflit serait terminé depuis longtemps. Ça fait 15 ans que vous suivez quand même ces événements ici, dans cette partie du monde. Quelles sont vos remarques par rapport à ces 15 années qui viennent de s'écouler, encore une fois, en tant que reporter de terrain? Écoutez, ce qui se passe depuis le 7 octobre est complètement inédit. Déjà, l'attaque du 7 octobre est inédite. Une attaque terrestre, une attaque maritime, une attaque aérienne de la part d'un groupe armé du Hamas sur Israël, c'est inédit. Mais la phase de violence que ça a ouverte est aussi inédite. Et donc, 1 an d'opération militaire à Gaza, sans que nous, journalistes étrangers, puissions y rentrer, les acteurs, que ce soit l'impuissance des États-Unis, mais aussi l'impuissance de l'Europe, tout ça fait qu'on est rentré dans une nouvelle phase qui ne ressemble à aucune des autres phases précédentes depuis 15 ans, mais même au-delà et au Moyen-Orient. Et donc cette région, mais pas seulement la région, on connaît, on avait oublié presque la question, on avait relégué la question palestinienne au second rang. Elle revient sur le devant de la scène et finalement elle bouscule tout l'ordre régional et peut-être aussi l'ordre occidentale. Merci beaucoup Sophie Nivelle-Cardinal pour ce témoignage. Eh bien, c'est ainsi que s'achève cette émission spéciale d'Arte Reportage tournée ici à Jérusalem, 1 an après l'attaque du Hamas et les conséquences que l'on connaît. Merci à toute l'équipe associée à la réalisation de cette émission. Merci à vous, naturellement, d'avoir été des nôtres. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à Strasbourg pour un nouvel Arte Reportage. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald auf Arte. Tschüss.